Graines d'étoiles. Première partie. Un autre monde. Premier chapitre. 11 août 1999. Le jour d'une prophétie, ou presque. Aujourd'hui, Jacques est un peu inquiet et en même temps très excité, car ce mardi 11 août 1999 sera exceptionnel sous deux aspects. C'est la dernière éclipse du siècle en France et en fin de matinée, si le ciel le permet, il pourra l'observer dans sa splendeur, comme tous les Européens habitant sur le même parallèle. Bien que travaillant ce jour, il a prévu de ne pas manquer ce spectacle. Mais une prophétie, stupide a priori, l'angoisse quand même. C'est ce que le couturier, Paco Rabanne, a prédit pour ce jour sur la France. Une météorite, ou plutôt une station spatiale russe, par exemple, pourrait tomber sur Paris et raser tous les environs à plus de 60 kilomètres. Enfin, restons sérieux, se dit-il. Maintenant, Jacques Briand s'apprête à se rendre à son travail. Il s'installe dans sa voiture, un Range Rover bleu. Il l'a acheté à crédit sur 5 ans. Sa journée sera chargée. Il doit se rendre à Lyon pour 15 heures, juste le temps de prendre 1 heure pour observer l'alignement des astres. L'autoroute n'est pas loin de chez lui. Il habite à Chessy, non loin d'un célèbre parc d'attractions. Mais il aime prendre les petites routes de campagne pour commencer sa journée. La route est bien brumeuse pour un matin d'août. Jacques freine et immobilise son véhicule. La route est coupée nette par un monticule de terre inattendu. Aujourd'hui, Jacques a décidé de ne pas prendre de risques. Sa journée sera éprouvante. Comme c'est la fin du monde aujourd'hui, n'en rajoutons pas. Des risques, le moins possible. Ma vie, je la souhaite paisible. Mon petit chez-moi, ma voiture, mon travail. Un jour, j'aurai une compagne, et peut-être des enfants. Voilà comment se résume la vie de Jacques jusqu'à ce jour. En un mot, pépère. Déjà, Jacques a 30 ans. Il est grand, yeux bleus, cheveux courts, châtain clair. Il ne pèse guère que 75 kilos pour une taille de 1m85. Il est plutôt longiligne, mais ne paraît pas frêle. Il est aujourd'hui représentant en aspirateur et se déplace partout en France pour distribuer chez les grossistes l'article préféré des ménagères. Son enfance a été tout à fait tranquille. C'est ainsi que peu après l'université, il se retrouva démonstrateur en aspirateur au bazar de l'Hôtel de Ville à Paris. Remontant cette filière, décrocha un poste de représentant pour la marque Thunderwash. Jacques décide de prendre un petit chemin sans ornière sur sa droite. Un autre à gauche ferait aussi bien l'affaire, mais comme il est droitier, il le prend d'instinct. À peine avancé sur ce chemin depuis 50 mètres. La pièce est sombre et trop spacieuse pour être un quelconque garage ou hangar à jumbo-jet. Son Range Rover n'y prend qu'une infime place. Étalé sur la banquette arrière, Jacques reprend conscience. Pour la première fois de sa vie, un sentiment d'angoisse profonde. L'inconnu total, le rêve. Oui, je rêve, pense Jacques, dans cette demi-obscurité. Se frottant les yeux, se pinçant, se donnant des claques, Jacques espère se réveiller. Hélas, rien à faire. Ma voiture, c'est la seule solution. Il faut que je trouve une sortie, elle existe. Il y a un instant, j'étais en forêt. Se précipitant au volant, Jacques démarre le moteur et se hâte pour faire le tour de cette vaste salle. Le sol est lisse et les murs sans aucune aspérité. Dans sa voiture, il en a bientôt fait le tour. Jacques, dans un excès de désespoir, précipite son 4x4 contre un mur sur lequel il s'écrase, ou presque. Car au moment de l'impact, le mur semble l'absorber, comme un doigt pénétrant dans du beurre mou. Enfoncé sur une profondeur de 3 mètres au moins, Jacques se retrouve enfermé dans son véhicule, le moteur calé. Impossible de démarrer. Jacques n'est plus qu'à moitié vivant, son corps il ne le sent plus. Sa conscience s'est retranchée dans les profondeurs de son cerveau. Seul reste ce désir de se réveiller, de retrouver son état normal. Sa gorge est si serrée qu'il s'étouffe. Derrière le véhicule, le sol se déforme et s'ouvre en laissant apparaître 2 formes humanoïdes. C'est à ce moment que Jacques perd conscience. Humain, terrien, qu'est la graine d'étoile? Où la trouver? Réponds à notre question. Nous n'avons pas de temps à perdre. Jacques ouvre un œil, reprenant à peine conscience. Il est presque trop calme. Peut-être est-il sous l'effet d'une drogue. Ses yeux ont retrouvé leur acuité
et détaille maintenant l'étrange humanoïde. Allongé sur une sorte de table sans pied, comme en suspension dans l'air à 1 mètre de hauteur. Jacques est devant un Goloc de plus de 2 mètres. Ses membres sont fins. Il est vêtu d'une sorte de body d'une couleur indéfinissable. Seuls quelques sortes de boutons noirs y sont reconnaissables. Sa tête est particularisée par un cou et un crâne étrangement long et un nez retombant légèrement sur la lèvre supérieure. Tout semble avoir poussé en longueur. Sans cela, ils pourraient être humains. Peut-être leur morphologie est-elle due à une apesanteur très réduite. Qu'est la graine d'étoile? Mais je ne sais pas. Notre patience a des limites, ne nous oblige pas à être désagréables. Cette question, aussi étrange et spontanée, ne manque pas d'étonner Jacques, mais sa principale préoccupation à cet instant est de savoir où il se trouve et pourquoi il a été kidnappé. Aussi répond-il. Je vous dis et répète que je ne sais pas. Aussi ramenez-moi chez moi. T'es rien ignorant. Tu vas rejoindre ton cachot. Réfléchis à ce que tu vas dire lorsque nous t'interrogerons à nouveau plus tard. Car après, il n'y aura plus de suite pour toi si tu ne nous donnes pas la réponse juste sur ce fait. Le Goloc saisit un petit appareil muni d'une crosse et d'une sorte de gâchette. Le pointe sur Jacques qui se trouve instantanément suspendu en l'air. Le Goloc l'emmène sans effort dans sa cellule. Jacques y pénètre et le mur se referme instantanément. Jacques tombe lourdement sur le sol après que l'effet du gadget antigraphitique du Goloc se soit arrêté. Il a terriblement mal au genou et hurle de douleur. Du calme, terrien. Reposez-vous, réconfortez-vous. Vous n'êtes pas seul. Jacques lève les yeux et apparaît devant lui un visage plus familier déjà. Une jeune femme de 30 ans peut-être, les cheveux blonds et très courts, au visage fin et aux yeux bleus. Elle semble très grande et ne doit pas être loin des 1,80 m. Ses doigts sont longs et fins. Aussi, quelques taches de rousseur lui donnent un air scandinave. Qui êtes-vous? Je m'appelle Aqualus. Je viens du système stellaire de Garak. Que faites-vous ici? Pour quelle raison suis-je ici? Pouvez-vous me dire où je suis? Et calmez-vous encore une fois, terrien. Aqualus passe ses longs doigts sur son visage. Elle sent qu'il est de son devoir de le calmer. Les doigts d'Aqualus semblent pourvus d'un fluide apaisant. Comment vous appelez-vous, terrien? Je m'appelle Jacques Briand. Écoutez, Jacques, vous êtes dans un vaisseau intergalactique Goloc. Les Golocs que vous avez vus tout à l'heure vous ont enlevé car ils ont besoin d'un exemplaire terrien pour connaître le secret de la graine d'étoile. Le secret de quoi? Mon pauvre, il faut tout vous expliquer, car vous n'êtes pas sorti d'affaire. Il y a quelque temps, un être est apparu dans chacun de nos mondes, simultanément chez les Golocs et chez les Lunis, mais ce qu'il dit troubla tous nos peuples. Vous êtes dans la mauvaise direction. Votre science vous a égaré loin de la graine d'étoile. Recherchez-la, trouvez-la avant qu'elle ne vous détruise rapidement. Vos mondes sont voués à l'échec. Seul un terrien au cœur pur pourra vous aider à la trouver. Cet individu était fou, et nos peuples et nos concitoyens ne sont pas du type à se laisser impressionner. Apparu en pleine allocution de notre dictateur vénéré, il surgit en se matérialisant à côté de ce dernier. Toutes les armes étaient braquées sur lui et firent feu, mais au lieu de le réduire en cendres, les rayons le traversèrent et atteignirent notre chef, qui sembla disparaître sur place. C'est alors qu'il parla. Lorsqu'il finit son allocution, il leva les bras et les écarta. Au-dessus de lui apparaissait la nuit étoilée que nous découvrions tous. Dans cette nuit étoilée apparut une planète bleue accompagnée d'un satellite. La Terre, le terrien vous libre. Sur cette phrase, l'être fut rectifié par le rayon destructeur des gardes. Alors notre dictateur réapparut derrière le podium, criant « Qu'est-ce que cette graine d'étoile? Trouvez-la !» Le même scénario s'était produit également chez les Golocs. Depuis, les Golocs parcourent l'univers pour trouver cette graine d'étoile, la ramener chez eux et utiliser ses pouvoirs magiques, tant soit peu qu'elle en ait. Avant cette apparition, les Golocs se vautraient dans le plaisir de la création technique. Ils possèdent la plus haute technologie de l'univers. Mais depuis, les plus grands cerveaux de leur monde succombèrent mystérieusement, avec la crainte de ne plus pouvoir évoluer, chercher et trouver.
Ainsi, après la mort de beaucoup de leurs savants, les Goloks soupçonnèrent notre peuple d'être responsable de leur fléau. C'est ainsi que nous sommes entrés en conflit avec eux. Jacques semble avoir retrouvé son calme et toute sa lucidité, et le récit d'Aqualus l'interpelle. « Décrivez-moi votre peuple, demande Jacques. Nous vivons sur 8 planètes. L'origine de notre peuple est très récente. Il y a environ 6500 ans, nos ancêtres arrivèrent sur une planète qu'ils baptisèrent l'Unis. Comment s'est développé votre monde? Nous vivons sur la base de notre mental, c'est-à-dire la technologie ne nous intéresse pas trop. Elle nous est utile, mais pour nous elle n'est qu'un moyen. Notre cerveau est entraîné dès notre plus tendre enfance au calcul mental. Les équations complexes sont monnaie courante. L'influence sur la matière est notre force. Le travail de celle-ci se fait presque sans outils, sauf lorsque cela représente un danger pour les individus. Vous voulez dire que par la simple force psychique, vous pouvez faire fondre de l'acier par exemple? Oui, c'est cela, c'était comme cela, c'était. Depuis l'apparition de l'envoyé, notre force psy a fortement diminué. Tout comme les Goloks, nous sommes en difficulté. Notre activité psychomentale existe toujours mais décroît pour la plupart d'entre nous. Aussi les Goloks en ont profité pour attaquer notre source de production spatiale, cœur de notre développement galactique. Il y a 2 ans, après l'apparition du messager, le centre spatial était en passe de réaliser une série de vaisseaux d'un type nouveau, capables de se déplacer à la vitesse absolue, c'est-à-dire le lieu désiré était atteint dans l'instant même. Mais à cause d'une perte de notre force psy, il ne nous a plus été possible de créer le champ protecteur de notre site. C'est ainsi que, profitant de notre faiblesse, les Goloks ont frappé et détruit Feria, la ville abritant notre site. Tous furent tués, parmi eux de grands savants. Mais le plus dramatique est que toutes les femmes de l'Unis, des 7 planètes, sont devenues stériles. Depuis plusieurs mois, plus un enfant ne voit le jour. J'ai subi quelques examens. Il semblerait que je sois préservé. Peut-être est-ce dû au fait que je suis toujours dans l'espace. Mais à moi seul, je ne pourrai jamais repeupler ma planète. J'imagine que l'angoisse de votre peuple doit être grande. Mais au sujet des Goloks, ont-ils pu continuer leurs attaques? Nous sommes en guerre, mais heureusement, nous avons pu nous organiser et nous changeons profondément. Malgré tout, les Goloks pensent que nous avons fabriqué le messager de toutes pièces et croient que celui-ci est notre arme secrète, que nous sommes alliés avec les Terriens. C'est pour cela qu'ils sont partis à la recherche de la Terre partout dans l'univers. Votre peuple la cherche aussi? Oui, mais contrairement aux Goloks, nous n'avons pas de mauvaises intentions. Les Goloks pensent que je connais le secret de la graine d'étoile, mais ils se trompent. Je n'en ai jamais entendu parler sur Terre. Nous, les Terriens, sommes certainement beaucoup moins intelligents que votre peuple. Je dirais même plus, nous sommes des ignorants complets. Vraiment? Les Terriens sont des ignorants? Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais en tout cas, moi je le suis. Que vais-je devenir tout à l'heure lorsque les Goloks viendront me chercher pour l'interrogatoire? Jacques, tant que je suis avec vous, vous ne risquez rien. Ma présence n'est pas un hasard. Nous savions que les Goloks préparaient une expédition redoutable pour retrouver la Terre. Je me suis arrangé pour être capturé. Ma mission est accomplie. Accomplie votre mission, alors que nous sommes tous 2 prisonniers et que les Goloks vont me réduire en charpie dès qu'ils m'interrogeront? Je vous répète, Jacques, vous n'avez rien à craindre. Nous serons bientôt sortis d'affaire. C'est alors que le mur se fend et laisse apparaître un Golok. Terrien, tu vas nous donner la réponse. Aussitôt Jacques est emmené dans une salle. 3 autres Goloks les attendent. Le premier qu'il avait reçu tout à l'heure est présent. La pièce est vide. Seul un petit cube est posé sur le sol. Le rayon antigravitique se relâche et Jacques retombe sur ses pieds. Terrien, assieds-toi sur ce cube. Jacques s'y assoit. Il est entouré par 4 personnes. Ce cube est notre juge bourreau. Donne-nous la réponse que nous attendons, et tu auras la vie sauve, sinon il te détruira. Jacques a envie de se lever et d'échapper à ses tortionnaires, mais une force le colle sur le cube. Une puissance intense émane de cette boîte. Qu'est la graine d'étoile? Où la trouver? Réponds-nous, Terrien. Jacques n'a plus qu'un instant à vivre. Son cœur cogne. La minute la plus longue de sa vie et l'instant le plus court avant sa mort. Dans un état de transe, il n'est plus lui-même, et regardant l'assemblée, il dit « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Les Goloks incrédules regardent Jacques.
Le cube juge bourreau vient de le libérer. Il se lève. À cet instant, une explosion formidable se fait entendre. Les alarmes retentissent. Les 4 Goloks se mettent à courir et sortent de la pièce, y laissant Jacques seul. Aqualus apparaît devant la porte. « Vite, Jacques, suivez-moi, il faut rejoindre les cellules de secours. » Mais que se passe-t-il? Le vaisseau Golok est attaqué par notre flotte. Il faut faire vite. Un ascenseur magnétique se trouve au bout de la coursive. Ils y entrent. Aqualus programme le dernier niveau inférieur et l'ascenseur entame sa descente. Il se bloque. Une explosion plus importante se fait sentir. La lumière qui éclairait l'ascenseur s'éteint et nos amis se retrouvent dans une quasi-obscurité. « Jacques, poussez-vous de la porte, dit Aqualus. » Un rayon rouge semble sortir de ses yeux. La porte fond en quelques secondes et laisse apparaître l'épaisseur du plancher. Un espace suffisant sur le dessus leur permet de passer. Jacques passe, saute sur le plancher encore chaud. Ils se retrouvent dans un couloir où courent des soldats Goloks. L'un d'eux les surprend et sort son arbre. Mais Jacques lui envoie un coup de pied magistral dans le ventre et le laisse inanimé. « Prenez son arme, lui crie Aqualus. Je la tiens, je pense que je saurai m'en servir. Par là, sur la droite, il y a un escalier. » Après avoir croisé plusieurs soldats, Jacques et Aqualus arrivent au bloc de secours. Il y a plusieurs dizaines de mètres à parcourir à découvert et 2 gardes à passer. Je m'occupe des 2 gardes et vous, Jacques, vous me couvrez avec votre arme en me suivant et vous sauterez dans la cellule la plus proche avec moi. Vous ne pensez pas que... Taisez-vous, suivez-moi et protégez-moi, on y va. Aqualus se précipite et Jacques la suit. Plusieurs gardes les ont vus. Jacques tire et 2 gardes s'écroulent. Un autre ajuste son tir sur Aqualus, la rate, mais Jacques, lui, ne le rate pas. Les 2 derniers gardes devant Aqualus s'apprêtent à faire barrage. C'est à ce moment qu'Aqualus les paralyse de son regard, évitant que par leur mort ou en activant l'alarme, les sas de cellules se referment et déclenchent leur départ. Aqualus et Jacques s'engouffrent dans la première cellule et actionnent la mise à feu. À peine ont-ils bouclé leur ceinture qu'ils sont éjectés comme un boulet de canon à travers un long tube, et la cellule sphérique est propulsée dans l'espace. Pour la première fois de sa vie, Jacques observe les étoiles à travers un hublot et trouve ce spectacle grandiose. Il faut désactiver le signal de détresse, sinon d'autres Goloks ne vont pas tarder à venir à notre rencontre. Aqualus n'a pas le temps de rêver aux étoiles et rappelle Jacques à la réalité. Venez m'aider à arracher ce panneau, derrière est situé l'émetteur balise. Jacques cramponne de toutes ses forces le coin du panneau en métal translucide et l'arrache tandis que Aqualus débranche les câbles derrière. Toutes les lumières de la capsule s'éteignent. Nous voilà dans de beaux draps. Qu'allons-nous devenir maintenant? Tu calmes, Jacques. Nous sommes sauvés. Regardez. Jacques regarde à travers le hublot et aperçoit d'un côté un vaisseau immense de la taille d'une ville, tout embrasé, et au-dessus d'eux plusieurs vaisseaux de taille plus réduite, mais néanmoins mesurant près de 300 mètres. Un croiseur se dirige actuellement vers eux. C'est l'un des nôtres, il vient nous récupérer. En effet, sous la proue du croiseur s'ouvre une large porte comme les mâchoires d'un crocodile et la capsule s'engouffre à l'intérieur. Comment vont-ils savoir que nous ne sommes pas des Goloks? Dès que nous serons sortis, peut-être nous tireront-ils dessus. Ils savent que je suis à l'intérieur. Ils savent que vous êtes avec moi. Vous voulez dire que vous les avez déjà avertis? Oui, depuis longtemps. Et s'ils sont ici, c'est parce que je les ai informés de tous les faits et gestes des Goloks, depuis que j'étais prisonnière dans le vaisseau. Nous pratiquons une sorte de télépathie entre nous. Je crois que nous sommes arrivés. En effet, la cellule de secours est maintenant immobilisée. Soyez rassurés, Jacques, nous sommes vos amis. Ce vaisseau est des nôtres, vous allez pouvoir vous reposer et vous restaurer. J'ai surtout envie de dormir. Je ne sais plus depuis combien de temps je suis éveillé. J'ai complètement perdu la notion du temps. Ma montre s'est arrêtée depuis que... je ne sais plus, enfin. Nous allons vous conduire dans votre chambre, où vous pourrez apprécier un bon lit. Un homme vêtu d'une combinaison jaune pâle s'approche d'Aqualus. Je suis le lieutenant Alof Jaman. Notre capitaine m'a chargé de vous accompagner dans vos quartiers. Général Aqualus. Général, dit Jacques. Oui, Jacques. Je vous expliquerai plus tard. Maintenant, allons nous reposer. En arrivant dans leur quartier, Aqualus accompagne Jacques dans sa chambre. Elle extrait d'un socle à l'entrée de la chambre une télécommande et la présente à Jacques. Ce boîtier va vous permettre de disposer du confort nécessaire à votre repos. Il suffit de penser à ce que vous désirez et de confirmer en appuyant sur ce bouton. Regardez, c'est facile. Aqualus a certainement une pensée, car apparaît, par une trappe située au milieu,
une table basse posée au sol, 2 verres avec des glaçons et une bouteille apparemment en verre. J'ai pensé qu'une boisson serait la bienvenue. Voulez-vous que je vous serve? Qu'est-ce que c'est? C'est une boisson extraite de céréales. Nous l'appelons Scoss. Jacques appréciant ce breuvage. Cela me rappelle le whisky, mais plus doux que sur terre. Mais maintenant, faites-moi goûter vos spécialités, car j'ai faim. Une grande table et 2 sièges apparaissent contre un mur, ainsi qu'un plateau au-dessus de la table. Mangeons, Jacques, savourez les fruits de notre planète. Tout ce repas est constitué de végétaux de nos cultures, et la boisson provient des meilleurs mammifères octopodes. Tout le menu est végétal, Jacques, parce que les nunis sont végétariens. Vous ne mangez pas de viande? Demande Jacques. De la viande, de la chair? Oh non, quelle drôle d'idée. Vous les terriens êtes carnivores? Nous ne sommes pas carnivores, mais omnivores. Nous mangeons tout ce qui est bon et bien préparé. Le steak frites est un plat populaire typiquement français. Français? Mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, vous ne connaissez pas tout de la terre. La France est une nation, comme il en existe de nombreuses sur terre. Jacques et Aqualus sont fatigués. Elle montre comment utiliser son lit. Dormez bien, Jacques. Lorsque vous vous réveillerez, nous aurons encore beaucoup de choses à voir ensemble. Une question encore, Aqualus. Où allons-nous? Nous nous dirigeons vers l'Unis. Vous ne me ramenez pas sur terre? Non, ce n'est pas possible, Jacques. Jacques en est étourdi et désemparé. Quelques heures auparavant, il était encore devant sa tasse de café. Rêve-t-il? Sur cela, il s'endort comme drogué.